la question des ARS et de leur gouvernance. Au fond, vous pointez un des problèmes majeurs quand on prend un système extrêmement immense, avec une très lourde histoire, des habitudes. Vous savez, moi je suis fonctionnaire de l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Très gros navire, extrêmement gros navire. Et quelle que soit l'idée géniale que vous avez pour réformer les systèmes, si vous n'avez pas les hommes pour les accompagner, avec à la fois l'intelligence, mais surtout la culture qui permettent qu'eux-mêmes se disent « on va faire différemment », on a du mal. Et il est vrai que sur les ARS, je vois qu'il y a deux sujets. C'est que nous sommes en train de créer, avec les ARS, une sorte de monde nouveau. Voilà, c'est un outil qui n'existait pas. Les ARH, certes, mais ça n'a rien à voir. En tout cas, si les ARS fonctionnaient demain comme des ARH, ça serait un échec. Donc on est dans un système où on recherche en fait des gens différents. Et nous sommes, nous, collectivement, la génération qui avons mis en place cela. Et à partir de là, eh bien, il faut former une génération de gens ouverte à la réforme, prêts à la mettre en œuvre avec toutes ses complexités, avec le sens, la connaissance fine du système et des différents acteurs, puisque vous savez comme moi que... Bref, il faut des gens, c'est très complexe. Et ce que je crois, mais ce que vous dites pour les ARS est aussi valable pour les directions d'hôpitaux, nouvelle formule, avec la nouvelle gouvernance. Si on prend les mêmes, avec les mêmes habitudes qu'avant, enfin, il faut qu'ils comprennent qu'il y a une réforme. En fait, nous sommes un peu dans la situation d'un pays qui a fait une révolution et dont les classes dirigeantes doivent comprendre que la révolution a eu lieu. Et c'est un des problèmes de ce système très lourd que nous mettons en place, c'est que nous devons voir émerger des gens ou nouveaux ou des gens anciens qui ont pris cette philosophie nouvelle pour eux et qui vont la mettre en œuvre. Je partage votre avis et j'abonde plus qu'abonder en vous disant que la question se pose pareillement pour les directions d'hôpitaux. Mais par exemple, vous savez qu'aujourd'hui, un médecin pourrait être directeur d'ARS, pourrait être directeur d'hôpital. Ça, nous l'avons, depuis des années qu'on en parlait, on l'a mis dans la loi. Ben, c'est très difficile de trouver les candidats ne se bousculent pas. Or, je pense qu'il faudrait arriver à avoir des gens qui n'ont pas le même moule. Je crois à l'importance du croisement synaptique dans l'évolution des choses. Il faut que les gens s'ouvrent. Voilà, les synapses ouvertes et qui se croisent avec d'autres synapses pour arriver à comprendre que le système a changé. Sur ce point, on va après vous répondre. Ouais. Sur ce point, je dois dire que depuis un an, on a fait des efforts. On a justement sensibilisé Xavier Bertrand là-dessus et on a mis en place un groupe contact avec, pour nous, syndicats, moi je défends le libéral, avec les syndicats médicaux qui se réunissent tous les 2 mois. Derrière, il y a des groupes de travail à la DOS, et on a vu avant-hier avec le ministre et François-Xavier Sévret d'accentuer ces groupes contacts. Parce que la difficulté qu'on a, nous on a des URPS qui nous représentent, qui souvent n'ont pas une ligne politique suffisamment claire et opérationnelle, parce que c'est la décentralisation. Et c'est sûr que même si la CCMF préside la majorité des URPS, la CCMF, ce n'est pas le Parti communiste des années 50. Il y a beaucoup de débats, et tout le monde n'est pas derrière la ligne du président. Il y a beaucoup de débats locaux. Bon. Ce qui est bien, c'est la démocratie. Mais là, on a mis en place justement ce groupe contact avec des groupes techniques, et on a décidé avec François-Xavier Sévret, qui va prendre la place d'Annie Podder dans 15 jours, d'accélérer. Parce que la difficulté, on a des URPS qui ont parfois des recherches de travaux qui ne me semblent pas prioritaires, et des ARS qui cultivent un peu nos URPS dans ces travaux non prioritaires. Alors que, par exemple, pour nous, politiquement, pour la CCMF, pour l'UMSP, moi j'avais 2 points. Et comment les URPS et les ARS vont faciliter l'émergence de pôles de santé, de maisons de spécialistes,
Et là, pour l'instant, on n'a pas vu grand-chose. Ou comment les URPS et avec les ARS vont participer à la mutualisation dans les permanences des soins, publics-privés. Et on a vu que ça a marché, où on a vraiment été écouté dans 2 ou 3 régions où on avait des responsables syndicaux qui étaient très impliqués. Et là, moi je suis d'accord avec ce que tu dis, Jacques. Et là, il faut vraiment... Les ERPS, elles sont là. Les ARS aussi. Il faut qu'ils nous comprennent mieux parce que, vous l'avez dit, la majorité de ceux qui sont actuellement à la direction des ARS ne connaissent pas la médecine libérale. Ça, c'est une des difficultés. Ils ont une culture qui... Voilà. Une culture d'ARH. Voilà, la deuxième question. Il y a deux autres, je vais le plus vite possible. Il y a un point que vous n'avez pas abordé qui est fondamental, je crois, dans la gouvernance ARS, et j'ai une part de responsabilité là pour le coup personnelle, c'est quand nous avons imaginé les ARS lors de la rédaction du programme santé il y a 5 ans. Nous avions une discussion entre nous sur la question, faut-il une agence nationale de santé pour que les instructions qui descendent soient homogènes d'une ARS à l'autre et qu'un ministère ne dise pas A pendant qu'un autre ministère dise B à la même ARS. Et là où j'ai une responsabilité, que j'étais un de ceux qui avait dit non, pas une nouvelle agence. Nous croulons sous les agences. Et au fond, je me demande si ce n'était pas une erreur. Et je me demande s'il ne faut pas qu'on travaille. Alors, la réponse qu'on faisait à l'époque, c'est le ministère de la Santé, l'agence. En fait, c'est plus complexe que ça. Et il y a une réflexion à avoir sur les instructions qui sont données aux ARS selon qu'elles viennent de tel ou tel ministère. Deuxièmement, sur les économies, l'hôpital public, je peux vous donner... Les exemples sont tellement importants, mais les économies proviennent essentiellement d'échelons micro. Vous voyez, il y a eu dans les 15-20 dernières années un redécoupage de la fameuse carte sanitaire française. Voilà. On y a retravaillé. Bon, c'est bien, et probablement à juste titre la plupart du temps. Avec quelques restructurations malheureuses qui parfois n'étaient des restructurations pour la restructuration, sans sens médical. Des exemples multiples d'hôpitaux qui ont échangé des services, et en fait, tout ça coûtait de l'argent, de l'énergie, mais quel était le résultat, quelle était la plus-value? En fait, il n'y en avait pas. On faisait parfois, dans le passé, il y a une dizaine d'années, j'ai un souvenir de l'hôpital de Nanterre et l'hôpital de Colombes, qui sont situés à moins de 800 mètres ou 1 kilomètre l'un de l'autre, tous les deux un bloc opératoire, et on s'était dit, il ne faut pas qu'il y ait 2 blocs opératoires, on va en faire qu'un, avec une faible activité d'ailleurs. Et évidemment, tout le monde était d'accord sur le principe, mais quand on s'est mis à négocier, c'était plus possible, puisque chacun voulait garder le sien. Et finalement, on a refait, c'était en 2005, je crois, les 2 blocs opératoires, en disant, l'un va garder l'urologie, l'autre va garder le viscéral, et finalement, on assiste à la même perte en ligne des moyens qui sont pourtant précieux. Donc, je pense, là où c'est micro, je vous donne un exemple qui est un exemple tiré de la littérature, Lancet 2006, qui a travaillé sur le temps médical, puisque la question c'est le temps médical, ce n'est pas le nombre de médecins, c'est le temps médical, dans des services d'urgence. Et le Lancet, c'est un éditorial, fait référence à un travail publié par ailleurs, qui dit que dans des services d'urgence, ce n'est pas généralisé, mais c'est intéressant comme information, jusqu'à, tenez-vous bien, la moitié du temps médical était perdu. Perdu à quoi? Pas à aller jouer à la belote, était perdu à s'attendre mutuellement. On s'attend. Voilà. Le médecin attend le patient, qui attend l'infirmière, qui attend le brancardier, qui attend le résultat de l'examen complémentaire, qui attend, enfin tout le monde s'attend. Et les gens disaient, c'est 50% du temps médical perdu. Quand bien même, récupérerions-nous 10% de ce temps perdu? C'est là où je vous dis que les marges de manœuvre sont en fait considérables, parce que la masse est considérable. Et ça ne peut pas se gouverner ni de Paris, ni d'une ARS, mais à l'échelon micro dans un établissement. Et j'ai rencontré récemment le ministre québécois de la Santé. Le ministre québécois de la Santé est venu visiter 2-3 services d'urgence et il a mis en application, moi, un modèle que je défends maintenant depuis quelques années, que j'avais mis en œuvre dans un service dans lequel dont j'avais la responsabilité il y a encore quelques semaines, qui est ce qu'on appelle la technique du lean management. LEAN, ça signifie management par l'amaigrissement. Comme ça, on essaie de fâcher personne. En tout cas, ceux qui ne parlent pas anglais, ils ne savent pas ce dont on veut parler. L'amaigrissement de quoi? Du temps perdu. Pas des moyens, du temps perdu.
et par ces techniques de lean management qui ont été généralisées dans tous les hôpitaux publics québécois, tous, eh bien, on dégage des moyens parce qu'on dégage du temps utile. Alors vous allez me dire, tout ça, c'est des trucs, c'est du vent. Alors, non, ce n'est pas du vent. C'est une réalité. L'occupation des blocs opératoires. Rapport du Sénat, ce n'est pas moi qui le dis. Fermeture en moyenne à 15 heures. Est-ce qu'il faut imaginer des systèmes, des infrastructures, aussi chères, aussi coûteuses, et qui ne fonctionnent qu'une poignée d'heures par jour? Moi, je pense de plus en plus que les infrastructures coûteuses doivent être utilisées très largement. Et je pourrais parler de toutes les infrastructures publiques. Je suis maire. La piscine, elle doit être ouverte très tard. Et c'est pareil pour les blocs opératoires. Pardon, je n'ai pas répondu à tout, mais je vous en prie.